plus, donc voilà. Monsieur est bien musclé. Voilà, tu risques. Donc voici Sofiane Meyaoui, qui nous fait vraiment l'immense plaisir, je dirais même plus honneur de venir vous parler. Il va vous parler de son parcours de vie, il va vous motiver aussi, parce que comme on a pu le dire lundi, vous avez tous des parcours, et vous verrez que le mec c'est vraiment un champion, dans le plus grand sens du terme. Il est basketteur professionnel, je crois il a quasiment tout gagné, il prend quoi, Coupe du Monde et médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est tout. Voilà. Sinon il a tout gagné, championnat national, Champions League, Coupe nationale, il a vraiment tout gagné dans sa carrière. Et c'est le sportif qui, dans sa catégorie, c'est le plus grand palmarès français. Voilà, donc vous avez vraiment une pointure avec vous. Donc soyez très attentifs. Et merci encore Sofiane d'être là. Sofiane, c'est mon frère, c'est ma famille. On a grandi ensemble, on se connaît depuis qu'on est né. Donc la team Stalingrad, La Chapelle, Barbès, on en fait partie. Il y a mon frère cadet qui est là aussi. Donc c'est vraiment la famille. Donc vraiment, écoutez-le, buvez ses paroles. Mettez-le bien comme on dit et ça va bien se passer, quoi. Donc Sofiane, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Merci Abel, moi je suis très content d'être là. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que c'est un échange. Donc si vous voulez m'arrêter, me poser des questions, que ce soit sur le handicap, sur le sport, n'hésitez pas. D'accord. Donc comme l'a dit Abel, moi je m'appelle Sofiane Meyaoui, donc j'ai 38 ans et je fais du basket en fauteuil. J'ai eu une maladie quand j'étais petit qui s'appelle la poliomyélite. Et du coup, je suis en fauteuil depuis j'ai l'âge de 1 an et demi. Donc, faut pas le voir comme une difficulté, parce que c'est peut-être plus simple quand on grandit avec un handicap. Parce que moi, j'ai grandi et ça m'a rendu plus fort. Je sais pas ce que c'est marcher, donc ça me manque pas. Souvent, quand j'interviens auprès de certains jeunes, très jeunes, je leur dis, est-ce que ça vous manque de voler comme des oiseaux? Ils me disent tous non, parce que c'est normal, on n'a jamais volé comme un oiseau. Donc moi je leur explique que c'est pareil pour moi. J'ai jamais vraiment marché, donc ça ne me manque pas de pouvoir marcher, ou de faire du foot, de courir. Bon c'est sûr, je vois un mec courir, faire du foot, c'est super, c'est bien pour lui. Mais voilà, c'est pas un manque. Ce qui est important, je pense, et je vous conseille aussi pour vous, c'est de se concentrer toujours sur ce qu'on peut faire, et pas sur ce qu'on ne peut pas faire. Ça, c'est vraiment important. Moi, par exemple, je ferai jamais une carrière à la Karim Benzema, parce que je suis handicapé. Bah, c'est pas grave, mais je me concentre sur ce que je peux faire, et sur mes capacités, et ce que je peux faire. Du coup, moi, je me suis concentré, je me suis dit, bon, voilà, je suis en fauteuil, je ne peux pas utiliser mes jambes, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai mes bras, j'ai ma tête. Ok, bah alors développons, travaillons ce que j'ai, cette partie du corps. Donc, du coup, j'ai commencé à faire du basket fauteuil. Pourquoi le basket fauteuil? Parce que le basket fauteuil, c'est un sport qui est complet, c'est un sport qui demande de la force, parce qu'il faut déplacer le fauteuil. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du basket fauteuil. Vous avez déjà tout vu? C'est cool. Donc il faut déplacer le basket fauteuil. Pour ceux qui n'ont jamais vu le basket fauteuil, il faut savoir que c'est un sport qui comme le basket valide. Hein. Les paniers sont à la même hauteur, donc 3,05 m. Les distances 3 points, milieu de terrain, tout est exactement pareil. Donc, on est juste assis sur un fauteuil. Par contre, on a des fauteuils qui sont un peu plus spécifiques. On a des roues inclinées. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. En fait, les roues inclinées, ça permet de mieux tourner. Donc là, déjà, avec mon fauteuil de ville comme celui-là, bah, je peux tourner déjà rapidement. Et par rapport à un fauteuil classique que vous pouvez voir dans un hôpital. Alors imaginez avec un vrai fauteuil de basket avec les roues inclinées. Après, c'est pas le même prix. Vous savez combien coûte un fauteuil de basket? Combien? 10 000. Ah, quand même pas 10 000, mais presque entre 4 000 et 8 000 euros. Parce que c'est fait en titane, en alu, donc c'est... Ouais. Donc déjà, moi, quand j'étais gamin, il fallait que je trouve un fauteuil, donc ça, c'est compliqué. Vous avez tous la chance de pouvoir marcher, tous la chance, demain, si vous voulez faire du basket, faire du foot, il suffit des cropons, d'avoir un ballon, et donc c'est déjà plus simple. Donc, moi, j'avais cette difficulté aussi. Donc moi, le sport, il me plaisait beaucoup, donc le basket me plaisait beaucoup. Donc du coup, j'ai commencé à me donner les moyens de m'entraîner, à me donner les moyens de m'investir dans ce sport. Donc je prenais un ballon, je prenais mon fauteuil de ville, et j'allais faire des shoots à Stalingrad. Il y a un terrain de playground, et du coup, j'ai commencé à jouer là-bas. J'ai joué là-bas, j'ai joué, et j'ai eu la chance un jour qu'un joueur de basket fauteuil en équipe de France, justement Riyad Salem, je ne sais plus où on en parlait. Ouais, exactement, il m'a vu jouer et il m'a dit viens jouer dans mon club. Donc je dis ah super, c'est où ton club? C'est dans le 15e. Ah ok, putain, faut que je fasse attention parce que moi j'habite dans le 18e
il faut que je traverse tout Paris pour aller dans le 15e. Donc c'était compliqué, parce qu'à 15 ans, et quand tu es handicapé, quand tu es en fauteuil roulant, pour traverser Paris, c'est compliqué, parce que le métro n'est pas accessible, le bus n'était pas totalement accessible, mais c'est compliqué de traverser Paris en bus, parce qu'il faut 3 heures. Et le RER, n'en parlons pas, parce que le RERC, il n'est pas du tout accessible. Donc vous aussi, vous avez la chance de pouvoir vous déplacer. Tout est fait pour vous permettre de faire tout ce que vous avez envie. Donc profitez-en, c'est important. Parce que moi, j'ai pas eu aussi cette chance à 15 ans. Donc j'ai dû attendre d'avoir mes 18 ans. Et là, je me suis dit quoi? Bon, je fais quoi? Est-ce que je reste à dépendre des moyens de transport ou je trouve une solution? J'ai trouvé une solution. J'ai passé mon permis. Donc je suis allé dans une auto-école adaptée. Et donc du coup, je conduis avec le frein au volant et l'accélérateur au volant. Et j'ai une voiture automatique. Donc du coup, j'ai pas besoin d'utiliser mes jambes. Je sais pas si vous saviez que ça existait ou pas. Ouais. Aujourd'hui, c'est pratique. Comment tu fais pour accélérer? En fait, j'accélère, c'est un levier qui est relié à l'accélérateur. Donc j'ai juste besoin d'accélérer, de descendre la manette et ça accélère. Le plus important, c'est que j'ai ma main gauche sur le volant, qui est libre, et ma main droite qui peut soit freiner, soit accélérer. Comme avec le pied en fait. Et vu que c'est automatique, je mets sur D. Il y en a, mais je ne les utilise pas. Elles sont dans le vide en fait. Juste avec les mains. En fait. Exactement, juste avec les mains. Après, j'ai appris comme ça, donc pour moi, c'est naturel. Ah, ça accélère tout comme ça. Ouais, exactement. Est-ce que vous savez par exemple que les pilotes de rallye, ils conduisent avec les 2 jambes? Ils ne conduisent pas avec une jambe, ils ne font pas comme nous, comme vous, droite, avec le pied droit, ils font frein et accélérateur. Non, eux, ils ont 2 pieds pour aller plus vite. Donc ça, en fait, c'est juste une question d'adaptation. Eux, ils se sont adaptés pour être le plus rapide possible, donc frein, un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur. Nous, on s'est adapté avec une main sur le volant et une main sur l'accélérateur et le frein. Faut apprendre, quoi. Voilà, exactement. Il faut apprendre. En plus, il faut trouver une voiture aménagée, donc il faut trouver des subventions pour avoir une voiture aménagée. Donc tout est plus compliqué, mais c'est pas grave. On trouve des solutions, on y arrive et petit à petit. Moi, je dis souvent, tout le temps, step by step, une chose après l'autre. Une chose après l'autre, et je fais ma petite liste. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à mon objectif? Parce que le plus important, c'est ça, c'est d'arriver à l'objectif. Donc ensuite, du coup, je passe mon permis, j'achète une voiture. Bon, j'avais pas d'argent pour acheter la voiture, j'ai trouvé une solution. J'ai demandé de l'aide, j'ai remboursé après petit à petit. Donc j'ai trouvé une solution, j'avais ma voiture et je pouvais aller m'entraîner dans le club de Paris. Là, je me suis donné à fond. Comment? En venant tout le temps aux entraînements, en manquant aucun entraînement, donc j'ai progressé. Et là, j'ai eu une opportunité, c'est qu'un autre club en Ile-de-France, à Corbeil-Essonnes, jouait dans une division un peu plus au-dessus, a vu que j'étais motivé, que j'avais du talent. Du coup, m'a appelé, m'a demandé de venir jouer chez eux. Donc voilà, j'ai fait 2-3 ans, je me suis investi, je me suis donné à fond, et voilà, petit à petit, j'ai évolué. Et ainsi de suite, comme ça, j'ai fait plusieurs clubs jusqu'à arriver à Meaux dans le 77, où c'est vraiment l'un des clubs les plus titrés de France. Et là, en faisant une Coupe d'Europe, il y a le club de Rome, en Italie, qui m'a appelé, qui a vu que j'étais motivé, que j'avais envie. Et là, du coup, j'ai découvert un autre monde, parce qu'en Italie, j'ai pu vraiment en vivre de ma passion. Parce qu'en fait, en France, on n'est pas reconnu professionnel, parce que le sport, handisport, n'est pas reconnu. Donc du coup, je suis parti à l'étranger, en Italie. J'aurais pu avoir peur, me dire non, pourquoi partir aussi loin, pourquoi partir dans un endroit que je ne connais pas, perdre mes potes, perdre mes amis, être loin de ma famille, pas parler la langue. J'aurais pu me dire aussi, ça se trouve, tu ne vas pas jouer, tu vas être perdu. Par contre, non, c'est pas ce que je me suis dit. J'ai essayé de voir les bons côtés des choses. Parce que dans la vie, il y a toujours des bons côtés et des mauvais côtés. Et justement, c'est là où je me suis dit, bon, non, faut pas que je pense à ça. Faut que je pense à ce que va m'apporter cette expérience. Ok, c'est loin, mais c'est pas grave. Je vais découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue. Je vais me faire des nouveaux amis. Je vais apprendre un basket différent. Le sport là-bas, il est médiatisé. Je vais être payé, donc je pourrai vraiment être considéré comme professionnel. Donc voilà, ça aussi c'est important, c'est toujours de voir le bon côté des choses, le côté positif des choses. Donc ensuite, j'ai fait ma carrière en Italie, j'ai fait presque 5 ans dans ce même club. Et par contre, il manquait toujours un truc, parce qu'on a été 4 fois champion d'Italie, 4 fois vainqueur de la Coupe d'Italie, mais il manquait toujours un petit truc. Donc du coup, il y a un club à Galatasaray, le même club de foot, c'est un club omnisport, qui a créé sa structure de basket fauteuil, qui m'a appelé et m'a demandé si je voulais venir jouer chez eux.
Et là j'ai vraiment atteint un autre niveau encore, parce que là, c'était vraiment encadré par des professionnels. Le salaire aussi était en fonction de ça. Et là, du coup, j'ai gagné la Coupe d'Europe des clubs champions. Donc voilà, je vais pas vous expliquer tout ça, mais bon, j'ai fait plein de clubs comme ça. Je joue en équipe de France aussi depuis 2002 en équipe de France Espoir, et puis 2005 en équipe de France Senior. Donc on a été, j'ai participé à plusieurs championnats d'Europe, et on a été deux fois, on est arrivé à vice-champion du monde. Voilà. Ensuite, j'avais envie de faire aussi autre chose que le basket, j'avais envie de coacher. Donc je suis allé dans un club en Italie qui s'appelle Porto Torres, où j'ai coaché et où je jouais en même temps. Donc c'était une bonne expérience, mais malheureusement, à cause du Covid, c'était un peu compliqué. Plusieurs matchs ont été annulés, le championnat a été annulé, donc du coup j'ai décidé de revenir sur Paris. Quand je suis revenu sur Paris, je me suis dit putain merde, qu'est-ce que je vais faire? Parce que du coup, tout ce que j'ai connu, tout ce côté professionnel, comment je vais faire pour le retrouver en France? Et du coup, je me suis donné les moyens de développer ce que j'aime. Donc j'aime le basket, j'aime que ça soit fait d'une certaine manière. Du coup, j'ai créé mon club. J'ai créé mon club de basket fauteuil à Paris. Donc je suis président d'un club qui s'appelle le Paris Basket Fauteuil, qui est dans le 18e. Pourquoi je l'ai créé? Parce que vu qu'on n'arrivais pas à trouver ce que j'avais envie, on ne me donnait pas ce que je voulais en termes de moyens, en termes d'idées, en termes de plein de choses, je me suis dit pourquoi dépendre de quelqu'un si je peux créer la chose avec mon expérience. Bon, c'était pas facile, hein. C'était dur, hein, de rien, de créer son club, c'est pas facile du tout. Et, par contre, voilà, je me suis entouré de personnes, les gens m'ont voulu m'aider, je me suis motivé, je me suis réveillé tôt le matin pour aller vers les gens. C'est important, le matin on est beaucoup plus en forme que l'après-midi, il n'y a pas de secret, que ce soit dans le sport ou dans plein de choses. Vous savez, des fois le soir je ne réponds pas à des mails parce que je suis fatigué, par contre le matin je mets mon petit réveil une demi-heure avant, je réponds 10 mails en 2 secondes et voilà, c'est fini, la journée elle est avancée. Donc ça aussi je vous conseille le matin, peut-être mettre un petit réveil un petit peu plus tôt. Et faites ce que vous avez à faire, vous allez voir, après, c'est plus simple. Ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est de faire une liste de ce que je dois faire le lendemain. Souvent, on a plein de choses à faire, et si on ne fait pas sa petite liste, c'est con, hein, une petite liste, mais ça aide énormément, on n'oublie pas, on pense à répondre, on pense à faire son CV, on pense à faire plein de choses, et ensuite on se rend compte que la journée est beaucoup plus simple, on est beaucoup plus tranquille. Donc voilà, donc j'ai créé ce club-là. Donc le club, il n'a pas pour but de payer des joueurs ou de faire un championnat de France. Non, l'objectif, c'est vraiment d'aider des jeunes en situation de handicap, de faire du basket fauteuil, et surtout leur proposer une structure proche de chez eux, qu'ils n'aient pas le même problème comme moi quand j'étais plus jeune, où j'ai dû attendre 3 ans, attendre mes 18 ans et traverser tout Paris. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Ouais, au départ, quand on n'était pas encore champion, quand c'était pas encore professionnel et tout, est-ce que vous avez eu des moments où vous vous êtes dit j'ai envie de lâcher? Non, je ne me suis jamais dit ça. J'ai toujours eu envie de me donner à fond parce que je savais que j'avais un objectif. Quand on a un objectif, peu importe ce qui peut se passer, c'est l'objectif qui est important. Donc, vous avez cette passion, cette envie de vous dire oui, peut-être que effectivement, vous avez vos jambes, mais je veux dire, voilà, vous êtes en fauteuil, vous vous êtes dit bon, maintenant j'ai ça, mais il faut avancer, c'est ça? C'est ça, exactement. Je dis bon, voilà, ok, j'ai pleuré sur mon sort 2 minutes, après voilà, il faut passer à autre chose. Il faut avancer, se donner des objectifs, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie, Et quand tu fais un truc que tu aimes, quand tu te donnes envie, après tu vois que tout tourne autour, tout s'agencie et tout a un sens, quoi. Quand tu fais un truc que tu aimes, par exemple, grâce au basket fauteuil, par exemple, j'ai joué en Italie pendant pas mal d'années, j'ai rencontré ma copine là-bas. J'ai rencontré ma copine et maintenant on vit ensemble. Je l'ai ramenée sur Paris, donc elle est kiné, donc c'était ma kiné. Après j'ai pas choisi, parce que comme ça, il a agréable quoi, donc comme ça, je peux me masser le bras. Comme ça je peux jouer plus longtemps. Comme ça je peux jouer plus longtemps. Tu n'avais jamais été à l'école? Si, bien sûr j'étais à l'école. J'ai un niveau bac STL, sciences techniques de laboratoire, en option biochimie et biologique. Moi c'était plus pour faire de la bio, mais c'est vrai que quand j'ai découvert le basket,
et que j'ai su qu'on pouvait comment on appelle ça, j'ai su que je pouvais en vivre et ça pouvait m'apporter, bah, je me suis lancé à fond là-dedans. L'école, par contre, c'est important parce que dans le basket, dans un sport co comme le basket, où on doit jouer avec les autres, c'est important de savoir assimiler ce que va dire le coach. Et je pense que l'école, même dans sa complexité, des fois, bah, t'apprend à savoir analyser des situations, à savoir les anticiper. Donc c'est important aussi d'avoir un cursus scolaire quand même. Et, parce que sinon, bah, si le coach me donne 2-3 informations techniques et moi j'arrive pas à les analyser, j'arrive pas à me concentrer juste sur ce qu'il dit, bah, c'est sûr que bah, j'aurais pas réussi où je serais maintenant. Oui. Quelle force que tu as quand tu balances ton ballon? Quelle force que j'ai? Je pense que c'est pas une force, c'est tout ce qu'il y a avant. La préparation, l'entraînement, c'est ça qui compte. C'est pas évident aussi. C'est de l'entraînement. Quand tu t'entraînes à faire une chose, quand tu te prépares, bah, c'est plus simple. Moi au départ, quand j'ai créé l'association, tu sais, pour répondre à des mails, savoir utiliser des bonnes formes de réponse, on appelle ça des bons formules et de formulation, c'est pas évident. Par contre, là, tu le fais une fois, tu le fais 2 fois, tu le fais 3 fois, tu vas te renseigner sur Internet, bah, tu le notes dans un coin ton calepin, ton carnet, et puis après tu répètes, puis après petit à petit ça devient automatique. Bah, c'est pareil avec le basket. Et je pense qu'un mec comme Zidane, comme Karim Benzema, avant d'arriver où il est, bah, il a fait pareil. Pareil, il a pris. Exactement, il faut s'entraîner. Il a mis un but, il a tiré à... C'est ça, il a tiré à 40 mètres, puis après, un mois après, il a tiré peut-être à 30 mètres, et puis au dernier moment, bah, il a visé et il a tiré droit. Et que en faisant de la répétition, en s'entraînant et en se donnant les moyens qu'on y arrive. Et je vous assure, il n'y a pas de secret. Hein. C'est juste en se donnant les moyens, en s'entraînant. Moi, par exemple, là, à Meaux, parce que là, j'ai créé mon club à Paris, mais je joue aussi à Meaux dans le 77, parce qu'il y a un championnat, et je joue quand même en équipe de France, donc je suis quand même obligé de jouer dans un championnat. Bah, il y a moins d'entraînement. Avant, je m'entraînais 2 fois par jour. Là, en Paris, malheureusement, c'est 2 entraînements, 3 entraînements par semaine. Voilà, je le sais, j'en suis conscient. Bah, ce que je fais, pour garder mon niveau, bah, j'y vais 1 heure avant. 1h30 avant, je fais des shoots, je fais mes exercices. Le lundi, bah, je vais à la muscu. Je compense tout ce que je faisais avant, qui m'a permis d'avoir un certain niveau. Bah, maintenant que je le sais, bah, je le compense maintenant ici. S'il n'y a que 3 entraînements, bah, c'est pas grave, bah, je compense en venant un peu avant, en faisant d'autres choses. Et une autre question, comment tu fais pour monter dans ta voiture? En fait, tout simplement, là, j'imagine qu'il y a... Je peux prendre la siège? J'imagine que ça, c'est le siège de ma voiture. J'ouvre la porte. C'est pour ça que c'est important que les places handicapées, en fait, il y a des places vachement larges. Parce qu'en fait, ça permet de passer avec le fauteuil et d'ouvrir la porte en grand. Donc, j'ouvre la porte en grand. Après, tout simplement, je fais un transfert. Et là, je me décale. Voilà. Après, le fauteuil. Donc là, en fait, sur les fauteuils, il y a des systèmes pour enlever les roues. Donc, en fait, je passe la roue devant. Je la mets. Je mets le trou. Je mets l'autre roue, je baisse mon siège pour éviter d'avoir le volant trop devant, et je le passe devant, je le mets sur le siège. C'est vite fait, hein. Mais tu vois, ça, faut le savoir après. Non, c'est quand même pas vite fait, il y a beaucoup. Comment? Le courage, il faut avoir le courage de ce que vous avez. Non, mais c'est pas une question de courage, c'est une question de ne pas avoir le choix. C'est pas avoir le choix. C'est une question de soit je le fais et j'avance, soit je le fais pas et je reste chez moi et je fais rien, c'est dommage. Non? C'est comme, je sais pas, quand j'allais à Corbeil-Essonnes, justement, j'allais pas en voiture parce que c'était loin, il y avait des bouchons, c'était compliqué. Donc je prenais RER à Gare du Nord et j'allais jusqu'à Corbeil-Essonnes. C'est vrai que c'est loin, c'était loin, je mettais 1 heure, des fois je faisais des cours à 19h, 18h30 et j'enchaînais jusqu'à Corbeil-Essonnes et ensuite je revenais chez moi, j'arrivais chez moi à 11h, le lendemain je me levais à 7h. Mais il n'y a pas de secret. Hein. Pas de secret. Hein. Si je me dis, si j'ai envie d'arriver à faire ce que je veux faire, si je veux me donner les moyens, bah, il faut que je me donne à fond quoi, dans ça. Et il manquait aucun entraînement. Aucun entraînement, je manquais. Je faisais tout. Parce que sans sacrifice, on n'arrive à rien. Ça, c'est important. Si on ne fait pas de sacrifice, on n'arrive à rien dans le sport, dans tout. Et qu'est-ce qui fait votre plus grande force? Qu'est-ce qui fait ma plus grande force? Je pense c'est d'être capable de m'adapter. Votre adaptabilité par rapport aux situations. Par rapport aux situations, je pense que c'est plus c'est ça qui fait. C'est que je sois en Italie ou j'étais en Turquie,
bah, je me suis toujours adapté. J'ai appris l'italien, j'ai pas appris le turc, c'était compliqué, mais j'ai appris l'anglais là-bas, donc je me suis adapté. En revenant sur Paris, bah, j'avais pas de club, j'avais pas de solution, bah, j'ai trouvé une solution, je me suis adapté. Vous parlez bien italien? Ouais. Excusez-moi de vous couper. Non, ouais, je parle très bien. Je suis resté presque 10 ans et bon, c'est comme une deuxième langue. Ouais, c'est facilement. Ça a été quoi le moment le plus difficile pour vous? Le moment le plus difficile. Depuis qu'il a grandi, qu'il était petit. Non, un moment difficile, bah, je pense que dans le sport co, ce qui est compliqué, c'est que bah, tu joues avec d'autres personnes, tu joues pas tout seul. Donc, il y a aussi, il suffit pas juste de se remettre en question, il y a aussi les autres, il y a aussi le club, il y a l'équipe, il y a le coach. Donc ça, c'est le plus dur. Quand on perd un match, tu ne peux pas juste accuser l'autre, il faut que tu te remets en question, mais il y a aussi l'équipe. Ça, c'est la partie un peu difficile dans le sport, dans le basket peut-être. Après, ce qui peut être dur aussi, c'est que peut-être bah, maintenant que c'est pas ce qui est dur, mais j'aimerais bien continuer à me donner à fond dans le sport, j'aimerais bien m'entraîner tous les jours, mais il faut que je grandisse, je continue à avancer, il faut que j'ai d'autres projets, d'autres objectifs. Avec ma copine, on voudrait avoir des enfants, donc si je joue à l'étranger, bah, ça ne serait pas compatible parce que je veux être à côté d'elle. Donc voilà, il y a des sacrifices. Voilà, je parlais toujours des sacrifices. Si on ne fait pas de sacrifices, bah, peut-être que je n'aurais pas de vie de couple, on ne chercherait pas à avoir un enfant. Donc voilà, c'est les sacrifices. Il faut juste savoir ce qu'on veut. Ok, tu veux jouer au basket à fond jusqu'à 50 ans, ok, pas de souci. Bah, du coup, ta vie de couple, bah, elle passe à côté. Du coup, tu dépenses ce que tu veux. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et pour ça, vraiment, vous mettez des objectifs. Savoir qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui est le plus important. J'ai envie de réussir, comment, pourquoi, et se renseigner et faire tout pour réussir. Ça doit faire quelque chose, je sais pas, se lever le matin, d'avoir une grosse passion et se dire ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est pas comme ça. Quand tu as une grosse passion, c'est chiant. Quand le basket, en fait, maintenant c'est pas ça, c'est que le basket fauteuil ou le sport en général, quand tu fais quelque chose de temps en temps parce que c'est une passion, c'est super. Quand ça devient un travail, tu le fais tous les jours. Bah, des fois, j'avais pas envie de me lever le matin. Logique, tu vois, des fois, je me dis, oh, putain, j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai la flemme, mais tu le fais quand même, parce que tu sais que l'objectif, toujours dans la tête, l'objectif, il est là. Ok, c'est quoi l'objectif? D'être champion de France? Bah, jouer en équipe de France, faire les Jeux paralympiques, bah, il est là l'objectif, donc, bah, voilà. Et je me suis toujours dit, vaut mieux faire un peu que rien. Et cette phrase, elle m'a beaucoup aidé. Toujours faire un peu que rien. Donc, c'est-à-dire, même si je me lève, je suis pas motivé, bah, j'y vais, je fais un petit peu une demi-heure. Bah, et en fait, bah, je me rends compte, bah, en fait, j'ai envie, quoi. Le petit déclic qui m'a permis de me lever, le petit déclic qui m'a permis de me donner à fond, bah, ça m'a permis bah, de faire en 2 heures, quoi, de faire une demi-heure. Donc toujours vous dire, bah, allez, j'essaye, je fais un petit peu, et puis après on voit. Et des fois c'est des petites rencontres, des occasions, des moments. Voilà, la petite demi-heure, bah, ça a peut-être permis de rencontrer la personne qui va peut-être vous embaucher demain. La petite demi-heure, venir ici le matin à la demi-heure, ça va peut-être vous permettre de rencontrer quelqu'un qui va peut-être dans 1 an, 2 ans réussir. Il va vous dire, ah, hey, je me souviens de toi et tout. Voilà. C'est des petites rencontres, des petites choses de la vie qu'il ne faut pas louper, quoi. Moi, j'ai des regrets. Par exemple, il y avait un club à Madrid qui m'avait contacté et j'étais déjà engagé dans le club italien. Donc, du coup, je ne suis pas allé. Avec le temps, je regrette un petit peu. En même temps, j'ai été champion d'Italie avec cette équipe, la deuxième équipe. Donc, du coup, c'est compliqué. Mais voilà, il y a plein d'opportunités, il ne faut pas les laisser partir. Bah, peut-être que le club il vous recontactera. Peut-être, on ne sait pas. Mais après, est-ce que j'irai maintenant? Parce que j'ai d'autres objectifs, j'ai d'autres projets. Ah, ouais, ça dépend des objectifs. Exactement, ça dépend des objectifs. Tu as levé la main tout à l'heure, non? Non? Moi? Oui. Non? Ok, d'accord. Alors, désolé, Oui, bien sûr. excuse-moi. Comment a vécu votre famille quand à 15 ans vous leur avez dit je veux faire ce sport-là? Alors, ma famille, comment on a vécu, bah, mon père, il n'était pas forcément d'accord avec ce que je faisais. Mon père, il n'était pas forcément d'accord avec ce que je faisais, parce que pour lui, j'étais en fauteuil, j'étais handicapé, je ne pouvais rien faire. Il m'aidait tout le temps, il voulait que j'ai un travail dans un bureau, parce que je ne peux pas faire un sport. Je n'écoutais pas, parce que ce n'était pas l'objectif. J'avais un objectif en tête, c'était ça, et je savais que j'allais réussir, que je me donnais les moyens de réussir. Bah, j'ai tout fait pour le faire. C'est sûr que c'est pas facile quand sa famille ne nous aide pas,
Mais au bout d'un moment, il faut se dire, bon, c'est quoi l'objectif? Il faut y croire, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est pas évident quand la famille ne t'aide pas, mais c'est aussi ce qui te rend un peu fort, quoi. C'est vraiment. Je sais même pas si mon père m'est venu me voir une fois, peut-être à un match, quoi. Alors que j'avais fait des matchs. Après, j'étais à l'étranger, donc c'était plus compliqué. Mais est-ce que ça m'a manqué? Peut-être je vais avoir manqué 5 secondes, mais Il avait peut-être peur aussi. je sais pas, peut-être peur, peut-être il attend peut-être que ce soit moi qui le dise de venir, peut-être, on sait pas. Bon, peut-être qu'il y aura d'autres matchs, il viendra, mais bon. Voilà, mais après, moi, l'objectif, c'était de me concentrer sur ce que moi j'avais envie de faire. Bien sûr, dans le respect par rapport à mon père, par rapport à plein de choses, mais voilà. Parfois, c'est tout bête. Hein. Parfois, on coupe les liens qui se coupent parfois. Bien sûr. Mais quand tu réfléchis, quand tu parles avec la personne, essaie de comprendre son point de vue, elle essaie de comprendre ton point de vue, tout ça dans le respect. Parfois, ça fait toute la différence. Même si vous êtes vraiment à l'opposé, ça peut faire toute la Tout à fait. différence. Bien sûr. Puis on se rend compte des fois que quand je vais pas dire on se sépare de ses parents, mais quand on s'éloigne, bah, c'est là où ça nous lie encore plus. Moi, c'est vrai, quand je suis parti à l'étranger, bah, quand tu es tout le temps chez tes parents, bah, tu as des relations un peu compliquées avec tes parents, avec ta famille, c'est compliqué, avec tes amis, avec tout le monde. Hein. Je pense que vous, comme ici les adultes, tout le monde, c'est toujours compliqué. Quand on est jeune, quand on est chez ses parents. Par contre, quand je suis parti, j'ai vécu à l'étranger, bah, c'est là où bah, ça m'a rapproché beaucoup plus de mes parents. Parce que j'étais content de les voir, j'étais content de revenir, j'étais content de passer du moment avec eux. Donc des fois, ça peut être bénéfique de se séparer de ses parents, de se séparer de ses liens un petit peu et de faire sa vie pour ensuite revenir. Vous avez pu du coup prendre du recul, je suppose. Exactement, j'ai pris du recul et quand je revenais, bah, je passais plus de temps avec mes parents que quand j'étais chez mes parents où de la chambre je sortais direct dehors. Quoi. Vous connaissez tout ça. Donc c'est ça. Et c'est quoi votre conseil pour la jeunesse, je dirais? Mon conseil, c'est de vous donner des objectifs, avoir des objectifs et pas de sortir de cet objectif et de tout faire pour réussir. Et que sans sacrifice, on n'y arrive pas. Donc le sacrifice, ça fait partie du jeu. Et je pense ici, vous avez de la chance d'avoir des gens qui vous aident, qui vous conseillent, c'est pas donné à tout le monde. Donc prenez conseil, prenez ce qu'ils ont à vous donner. Il y a toujours des côtés négatifs, côtés positifs, mais partout et en tout le monde. Prenez le positif, prenez ce qu'il y a, prenez-le et mettez-le de côté, ça va que vous servir. J'avais une question. Ah oui, pardon. Tu fais du basket en sport ou tu fais autre chose? J'ai fait de la natation un petit peu, plus jeune. Après, muscule et basket, parce que c'est complément le muscule. Après, bon, basket, ça me prend du temps quand même, donc je fais beaucoup ça. Voilà. Oui, tu avais une question? J'avais une question. Comment est-ce que tu gères l'hypocrisie qu'il peut y avoir des fois? Je m'explique. Il y a des gens qui ont pu ne pas croire en toi et qui ont vu que dès que tu as réussi, dès que tu as été installé, ils sont venus à Sofiane, mon gars, et tout ça, et tu as pu sentir ça. Je sais pas, hein, j'imagine, hein, parce qu'il y a toujours des trucs comme ça, et souvent le réflexe, pour beaucoup, c'est d'être rancunier, c'est de dire, attends, toi, t'as pas cru en moi, pourquoi tu viens faire genre maintenant, tu m'encourages et tout. Toi, comment est-ce que ça se passe vis-à-vis je dirais, de cet environnement qui n'est pas toujours positif, en fait, parce qu'autour des sportifs de haut niveau, il y a beaucoup de séduction. Quand tu réussis, on te déroule le tapis rouge très rapidement. Des gens qui ne croyaient pas forcément toi. Comment est-ce que tu gères ça, en fait, hein, l'aspect de la gestion de l'humain autour de toi? Je sais pas trop, parce que j'ai pas trop eu T'as pas trop été confronté à ça? Non, j'ai pas été trop confronté à ça, parce que, comme j'ai dit, peut-être je suis un sportif de niveau, c'est peut-être aussi un défaut, c'est que moi, j'ai mon objectif. Tout ce qu'il y a autour, ça ne m'intéresse pas. Si une personne elle revient me voir ou elle revient plus me voir, c'est pas un problème. Moi, j'ai pas besoin de toi pour faire les choses. Je sais ce que je dois faire et je m'entoure des gens qui peuvent m'aider, qui ne peuvent pas m'aider. Toi, tu veux faire partie du truc, super, je te dirai jamais non. Si demain on m'appelle pour plein de choses, je serai toujours là. Regarde, Abel il m'appelle, je suis là et ça me fait plaisir d'être là. Et voilà. Par contre, je m'écarte pas. Il n'y a rien qui va m'écarter de mon objectif. Après, c'est peut-être le côté sportif qu'on parle, là, plus compétiteur, athlète, ou vraiment, voilà, c'est l'objectif qui parle. Et je fais pas attention, je ne me remplis pas la tête de pensées négatives. Je vais pas être rancunier, absolument pas.
je vais dire non, non, désolé, je vais pas être intéressé, ou non, je pourrais pas. Et voilà, tout simplement, où j'essaie de l'amener vers... je sais pas comment expliquer, mais non, je n'ai pas ce... Parce que vraiment, je me concentre sur ce que je vais faire, Après, j'ai même pas le temps de penser à ça, parce que je fais tellement de choses, il y a tellement de choses qui se développent. Et comment tu as développé cette mentalité de compétiteur? Parce que c'est un terme qui revient beaucoup, la mentalité sportive, compétiteur. Comment est-ce que c'est né? Comment tu l'as développé? Et comment tu l'entretiens aujourd'hui? Comment c'est né? C'est sûr que quand on a un handicap, on n'a pas la même vie déjà écrite, ou la vie est parfaite comme la majeure partie des personnes, ça devient une force. Je pense que mon handicap, les difficultés qu'on a, que vous avez, ça devient une force. Parce que on a dû mettre plus de temps, on a dû trimer encore plus pour y arriver. Donc du coup, ça a une valeur, ça a plus d'importance. Donc tout ça va forger votre caractère, parce que vous allez penser à tout ce que vous avez fait, et toutes les démarches. Et je suis sûr que moi, je ne suis pas né comme ça. Hein. On m'a aidé aussi, on m'a accompagné. Quand je suis arrivé dans le premier club, on m'a accompagné, on m'a aidé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de transmettre aussi. Peut-être vous, demain, vous serez là à la place des animateurs et vous aurez envie d'aider parce qu'on vous a transmis quelque chose. Donc c'est que positif. C'est que positif. Ne le voyez pas comme on appelle ça, une chose négative. Ouais, un frein. Vous devez être fiers parce que c'est que positif. Et voilà. Soyez positif là-dessus. Et maintenant, qu'est-ce qui m'entretient? L'expérience, parce que pendant 15 ans, j'ai fait ça, j'ai vu ce qui a marché, j'ai vu ce qui n'a pas marché. J'ai toujours suivi ma ligne de conduite, être respectueux, m'engager, me donner à fond, mouiller le maillot, toujours à fond, que je ne sois pas d'accord avec le coach ou d'accord, je me suis toujours donné à fond. Et ça, on n'en aura jamais. Ouais, Et c'est quoi les règles au basket? Alors les règles sont presque les mêmes pour le basket valide. C'est juste que quand tu as le ballon sur les genoux, tu n'as pas le droit de pousser plus de 2 fois le fauteuil, ça fait marcher. Quand tu as le ballon sur les genoux, tu fais 1 fois, 2 fois, et ensuite tu dribbles. Elle sort et puis tu la rattrapes. Il dit pas pied. Non, il n'y a pas pied, non. En fait, ça fait partie de ton corps. Et on a le droit à reprise de dribble. En basket, on n'a pas le droit à reprise de dribble. Tu dribbles, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc on dribble, on s'arrête, et on est obligé de faire une passe ou un shoot. Tu ne peux pas redribbler. En basket fauteuil, on a le droit. Donc on peut dribbler, la poser là, faire 1 fois, 2 fois, redribbler, repartir, et ainsi de suite. Le fauteuil, il fait du bruit, c'est horrible. C'est à cause du... Non, c'est mes roues, c'est là, le il faut que fauteuil, j'entretiens. Il y a quoi d'autre comme différence? Non, il n'y a que ça. Après, on a des fauteuils qui sont contrôlés avant chaque match, parce qu'il y a des hauteurs maximum à respecter. Mais sinon, c'est exactement pareil. Il y a des chocs de fauteuil. Oui, il y a beaucoup de chocs. Ouais. Il y a pas mal de chocs. C'est un sport de contact, quand même, comme le basket valide, donc du coup, il y a quand même pas mal de contacts. Peut-être essayer de vous montrer un fauteuil de basket sur l'ordinateur. Par contre, les paniers sont à la même hauteur. Oui, les paniers sont à la même hauteur. Et quand on est Exactement. dans du basket normal, les joueurs sautent. C'est ça. Et donc vous, c'est vraiment que lancer le balle du coup. C'est ça, exactement. C'est que nous on saute pas. On peut se mettre sur le roue, Ouais. mais on ne peut pas sauter. Se mettre sur le droit. Ouais, on peut se mettre sur le roue. J'arrive à tuer. J'ai regardé des matchs, mais... C'est super dur. Hein. Ouais, c'est- Shooter assis, c'est super dur. Hein. Nous, l'année dernière, avec un groupe, avec Ousmane, ils ont fait de la sketch handicap, donc avec une asso. Et ouais, ils ont vu la difficulté assis en fait. C'est- Du basket. Désolé. Hein. Non, j'ai juste un truc à prendre. Hop, je prenais juste. Non, en fait, je prenais juste. Voilà. Bon. J'ai quelques flyers pour ceux que ça intéresse. Parce qu'il y a le règlement du basket fauteuil, ça peut intéresser quelques-uns.
Les gars, j'ai quelques flyers avec le règlement du basket fauteuil, donc ça peut intéresser les gens, je les laisse sur la table, si vous voulez vous informer un petit peu. Et après, il faut savoir que le basket fauteuil, c'est fait aussi, il y a même des personnes valides qui jouent. C'est ce que j'ai dit, ouais. Parce qu'en fait, la somme des 5 joueurs ne doit pas dépasser 14,5. En fait, chaque joueur a un nombre de points en fonction de son handicap. Et en fait, quand tu es paraplégique, tu es 1 point. Quand tu es amputé en dessous du genou, tu es 4,5. Et quand tu es valide, tu es 5 points. Et en fait, la somme des 5 joueurs ne doit pas dépasser 14,5. Donc du coup, il y a des valides qui jouent avec nous. Qui se mettent en fauteuil et ils jouent. Et vous êtes payé quand vous faites ça? Ouais, moi j'ai été payé. Et vous êtes payé cher? Non, il n'a pas le droit. Sur des fois, il doit avoir le Il doit avoir le Tu réflexe. peux pas parce que tu as un fauteuil qui quand ils même. sont attachés. Ouais, exactement. Ah, ouais. C'est sûr, vous devez les tuer là, pendant le match. Bah, tu sais, de l'entraînement, ils y arrivent. Hein. Les entraînements, ils y arrivent, et voilà, ils arrivent moins. Après, On voit que des trois. j'ai pas trouvé de faute, donc du coup, je vais. Moi, je suis en basket. Comment? Est-ce que vous Des êtes projets, payé ils cher sont- pour ça? J'ai pas compris. Est-ce que vous êtes payé cher pour ça? Ah, est-ce que je suis payé quand j'étais ouais, je suis payé. En Italie, j'étais payé. En Turquie, j'étais payé. En Italie, pour vous donner une ordre d'idée, j'étais entre 2000 et 3000 euros par mois. Non, pas cher, ça serait bien. Hein. La balle, je la donne à personne. Hein. Je la garde. Non, entre 2000 et 3000 en Italie. En Turquie, bon, c'était un peu plus, parce que c'était un gros club, donc c'était entre 5000 et 6000 euros, plus les primes de match. Non, non, c'est quand même. Ouais, non, quand même. Sans des vocations, d'un coup. Quel est Comment le plus grand club? Si, je fais du match parce que je joue dans le club au CSMO dans le 77. Je suis semi-pro parce que je suis payé, même si je ne suis pas reconnu professionnel. Ça, c'est le problème un peu en France, c'est qu'on n'est pas reconnu professionnel. Alors, fauteuil de basket, ça. Quel est le plus grand club, Sofiane, de basket? Galatasaray, c'était l'un des C'est plus grands clubs. Galatasaray Ouais, exactement. Ça, c'est le fauteuil de basket. J'ai commencé, ça n'a rien à voir avec celui-là. Ah ouais. Ouais, c'est pas la même chose. C'est vous ça? Ouais. C'est vous? J'étais jeune. Vous avez vu le fauteuil là, il a les roues sur le dîner. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, exactement. Ils sont tous ça, ils ont l'air Ouais, en fait, j'ai plus ma jambe droite que ma jambe gauche. En fait, j'ai eu la poliomyélite. C'est une maladie que j'ai attrapée quand j'étais petit, en fait. Parce qu'en fait, en Algérie, comme je suis en Algérie, le vaccin n'était pas obligatoire. Il était obligatoire, mais c'est pas forcément. Tu le fais ou tu le fais pas? Voilà, c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'ai eu la polio, la maladie, et du coup, c'est pour ça. Vous avez vu ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de se vous savez ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de se concentrer sur les choses aussi qui sont positives, et aussi, même dans mon discours, par exemple, quand j'ai parlé de mon enfance, mon handicap, je l'ai parlé vraiment rapidement, parce que pour moi, c'était pas la chose la plus importante. Je vais pas m'apitoyer sur mon sort, mais je vais parler de ce que je fais, ce que j'ai envie de faire. Donc ça aussi, c'est important. Ne vous cachez pas derrière vos difficultés, parce que c'est trop facile. C'est important. Moi, je suis handicapé, je vais pas me dire, je suis handicapé, j'ai grandi à Stalingrad, et je peux rien faire. Non. C'est un discours qui a duré 2 secondes. Ok, j'ai grandi à Stalingrad, super, mais voilà, j'ai fait ça, j'ai voyagé, j'ai fait ça, j'ai réussi. Ça, c'est important. Je vais vous montrer à un gars qui lui manque un bras à gauche et les 2 jambes, il arrive à faire du basket fauteuil. Il est impressionnant. Et juste pour montrer que quand on a envie et quand on s'entraîne, on se donne les moyens, on peut faire plein de choses. Et lui, son handicap, c'était de sa naissance aussi? Ouais, lui, je pense que c'est sa naissance. Vous voyez comment il s'entraîne? Comment il dit Là, je vais vous montrer. Ah ouais, Ouais, juste pour s'entraîner. J'ai essayé de dire là, il met la balle, il avance 2 fois, il remet la balle, il avance 2 fois. À force. C'est bien.
avez vu, je montre un bras, là, il est en entraînement. Donc, il va attacher son fauteuil pour s'entraîner. Comme quoi, c'est dans ton cas, alors. C'est ça. Exactement. Tu joues au basket? Qui est-ce qui joue au basket ici? J'aurais pu, hein. Ouais. Qui joue au basket? LeBron James, ouais. Qui joue au basket ici? Freddy joue au basket. Ça dépend. Moi, je joue au foot, j'ai du temps. J'ai failli percer. J'ai failli. J'ai raté le train parce que je devais aller faire les détections. Tu joues un petit peu, il a dit. Tu joues à quoi, au basket? De temps en temps. C'est plus dans une notion de partage. Je m'en rappelle pas. Donc vous comprenez un peu ce que j'essaie juste de vous dire, c'est juste que concentre. Freddy. Teddy, c'est ça, c'est Teddy. Freddy. Freddy. Freddy, ouais. Freddy. Oui. Freddy, c'est ça, c'est Freddy. Oui. Donc souvenez-vous de ce que je vous dis, c'est que concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire, donnez-vous les moyens, sans sacrifice on n'arrive à rien. Et que malheureusement, le temps passe. Et Freddy, écoute-moi bien, parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé de me dire, j'arrive à un âge où tu arrives à un moment, tu dis merde, si j'avais su, peut-être j'aurais pu faire ça avant, j'aurais voulu faire ça. Et je pense que tout le monde déjà s'est déjà dit ça. Même moi, je suis déjà arrivé par exemple à des matchs où je ne suis pas préparé, je me dis, putain, j'ai loupé le coche, ou j'ai loupé un truc. Donc avant que ça arrive, tout ça, parce que vous allez tous vous le dire, je suis sûr, moi je me suis dit déjà plein de fois, si j'avais su, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Là, vous avez le temps encore, vous êtes jeunes, donc profitez, et vous avez le temps, vous êtes aidés, et il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Ça, c'est sûr. Franchement, il n'est jamais trop tard. D'accord ? Jamais baisser les bras, se donner à fond, et concentrez-vous sur ce que vous avez envie de faire. D'accord ? J'avais une question. Ouais. Donc, tu es un winner, mais comment justement tu gères la notion de l'échec? Parce que, en plus, dans la mentalité française, c'est pas comme dans la mentalité anglo-saxonne. Ici, quand tu échoues, souvent on te met sur le côté. C'est pas comme dans certains pays où on te dit que tu peux échouer, mais en fait, l'échec, en gros, c'est si tu prends la bonne décision, c'est le premier pas vers un nouveau succès en réalité. Ici, c'est très difficile. On sait comment les jeunes dans les quartiers aussi, ils sont considérés. On sait ce que disent les médias matin, midi, soir dessus, ce que disent certains candidats à l'élection présidentielle aussi. Donc, comment gérer en fait l'échec, voilà, quand on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, qu'on est dans des difficultés. Néanmoins, ces jeunes sont à l'école de la deuxième chance, donc c'est vraiment génial pour eux. Ça prouve que ce sont des pépites et qu'ils veulent avancer, mais comment vraiment sortir de cette brume en fait qui des fois veut te rappeler que ça va être dur, que tu vas pas forcément t'en sortir ou autre. Parce que tout le monde n'est pas sportif de haut niveau, même si je ne doute pas qu'il y a des grands sportifs, mais voilà. Comment est-ce qu'on gère cette notion-là? Même chez les sportifs, il y en a plein qui n'arrivent pas à gérer l'échec. Après, je pense que l'échec est important. Moi, j'aurais pas gagné tout ce que j'ai gagné si j'avais pas perdu. Ça, c'est important. J'ai perdu plein de matchs, j'ai raté plein de shoots, j'ai raté plein de paniers importants, mais c'est pour ça que j'ai gagné. Parce que j'ai pris le risque. J'ai pas eu peur. Je pense que l'échec, il est important. Mais si on a peur de l'échec, bon, on va jamais gagner. Donc il faut toujours se lancer et se dire, bon, c'est pas grave, l'échec, ça va me faire apprendre. Par contre, bien sûr, il ne faut pas répéter l'échec. Donc ça n'a pas marché, pourquoi? Simple, faites un entretien d'embauche, ça ne marche pas, on ne vous a pas rappelé. Ok, vous allez faire un deuxième, troisième, quatrième, ça ne marche pas. C'est important de comprendre pourquoi. Et peut-être rappeler la personne, voilà, excusez-moi, je sais que vous ne m'avez pas pris, pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez que je peux travailler? Qu'est-ce qui n'y allait pas? Qu'est-ce qui n'y allait pas pour la prochaine fois? Et là, là, c'est un parcours qui est intéressant parce que et peut-être la personne va vous rappeler, oh, j'aime beaucoup votre démarche, moi je voudrais vous prendre, ça va être un exemple. Donc toujours se demander pourquoi ça n'a pas marché et essayer d'y remédier. Ça, c'est important. Donc voilà, et puis l'échec, ça fait partie du jeu. Voilà. Mais il faut que ça soit 30 secondes. Ok, j'ai perdu, j'arrête.
Maintenant, il faut que je me concentre sur le prochain objectif et comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Je sais peut-être que ça semble un peu simple comme ça, parce que moi, c'est peut-être ma manière de fonctionner, et j'ai le sport qui parle, donc voilà. Essayez, donnez-vous à fond, et si ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais essayez de comprendre pourquoi ça ne marche pas, pour ne pas refaire la même erreur. Ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais eu la même force si tu n'avais pas été handicapé? Ben, c'est une bonne question, je sais pas. C'est pour ça, souvent, je sais pas, tu sais, souvent je dis, tiens, écoute-moi, ça c'est quoi ton prénom? Il y a Freddy et Sakim, d'accord, c'est bon, j'ai repéré les deux là. J'ai rien dit. Sakib, d'accord. Moi je dis souvent, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu le film. T'as demandé si tu aurais eu Ah oui, la voilà. force si t'avais. Si j'étais pas handicapé, bah, je sais pas. Après, ce qui est sûr, ce que je dis souvent, c'est que si demain on me dit, bah, Sofiane, on te redonne tes jambes, est-ce que tu les prendrais? Bah, je dirais non. Parce que j'ai construit ma vie autour de ça. Et si demain on me dit, demain tu refais ta vie mais avec des jambes, bah, j'en voudrais pas. Je suis bien comme ça, parce que j'ai créé ma vie, j'ai fait ma vie, j'ai réussi comme ça, et ça me va très bien comme ça. Peut-être ça aurait pu être mieux, moins bien, mais c'est comme ça. Donc je sais pas, je sais pas. Mais je suis bien comme ça, et mon handicap ne me gêne pas, quoi. Si les gens me regardent de travers, qu'ils continuent à regarder, moi je trace ma route, quoi. Je suis pas... C'est que tu as vécu en fait avec le handicap depuis petit. Exactement. Exactement. Le regard, il sera toujours, hein, que j'ai 5 ans ou j'ai 30 ans, j'ai toujours le regard. Et il le sera toujours. Mais après, c'est humain, ça fait partie du jeu. Et comme moi, si je vois un mec en fauteuil électrique qui est plus handicapé que moi, bah, j'aurais peut-être envie de le regarder parce qu'il va peut-être me faire plus de peine. Mais ça fait partie du jeu. C'est comme ça, hein. C'est humain, et moi, j'en veux pas aux gens. Ce qui va peut-être plus me gêner, c'est que si par exemple je suis avec ma copine à un comptoir à l'aéroport et que je pose une question à l'agent, au lieu de me répondre à moi, il répond à ma copine. Ça peut m'énerver, donc du coup moi je cache, je dis oh, excuse-moi, c'est moi qui te pose la question, ça ne dérangerait pas de répondre à moi parce que ma copine elle est sourde, elle n'entend pas et elle parle pour rien. Donc ça peut être aussi... donc, ça peut m'énerver, donc du coup je peux un peu sortir mes clous et dire un peu les choses. Mais sinon, non, j'ai pas trop ce problème-là. Vous rigolez, mais ça m'arrive souvent. Ça t'arrive? Ouais, ça m'arrive souvent que les... Pour eux, parce que handicap, ça veut dire vraiment handicapé, ouais. mais de tout, quoi. Du coup, c'est ça, cette impression Non, de ça? c'est naturel. Ils font pas exprès aussi. Peut-être que c'est pas ma copine, c'est mon accompagnant. Je me balade tous les jours avec une assistante, une accompagnatrice, je sais pas. Donc du coup, des fois, je dis bon, prends mes valises, s'il te plaît. Oui, dis-moi. Ouais, du coup, on a préparé un petit peu ta venue la semaine dernière. Ouais. Et on a voulu montrer une vidéo d'un sketch. D'accord. C'était du handisport. Ouais. Artus, je sais pas si tu le connais. Oui, j'ai entendu parler. Ouais. Et donc il y a eu un débat après, en disant non, on ne peut pas rire de ça. Et donc je voulais avoir ton avis, ta position à toi. Est-ce qu'on peut rire du handicap ou plutôt pas? Oui, bien sûr qu'on peut rire du handicap, ça fait partie du jeu, hein, c'est normal. Coluche, un jour, il a dit, c'est quand on rit de quelqu'un qu'on introduit dans la société, ou un truc dans le genre. Donc, du coup, voilà, si on se moque de moi, bah, c'est que je fais partie de la société. Par contre, si on me cache, si on ne parle pas de moi, bah, ça veut dire qu'on m'oublie et je ne fais pas partie. Donc ça fait partie du jeu. Hein. Donc, moi, je suis pour, et voilà. J'ai grandi dans un milieu où il y avait d'autres personnes handicapées, donc c'était pas inclusif, mais c'était mieux pour moi. Parce que on pouvait se dire les choses et on pouvait se moquer sans que ça soit forcément dramatisé et les choses, quoi. Donc bien sûr, on peut rire de tout. Après, c'est sûr, il ne faut pas exagérer. Il y en a toujours qui vont exagérer, ils vont dire « Ah, t'es handicapé, tu peux pas avancer, arrête de tourner en rond. » Ouais, je te le dis une fois, moi si je te le dis 3 fois dans la même journée, moi je dis « Bon, t'es sympa, mais là t'es lourd, quoi. » Au bout d'un moment, j'ai compris que je tourne en rond donc voilà. Parce qu'il y avait la fameuse vanne, est-ce que ça roule? Est-ce que ça roule? Ouais. Voilà. Ouais. Donc, bon, ça fait... voilà. Après, voilà, il faut pas justement, parce qu'on peut en rire, exagérer, faut être naturel, quoi. Ce que tu ferais avec quelqu'un d'autre, ce qui peut embêter quelqu'un si tu répètes toujours la même blague, voilà, au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. Donc, comme on dit, les meilleures blagues sont les plus courtes, donc c'est ça. Mais on peut rire de tout. Après, pas avec n'importe qui aussi, ça dépend.
C'est ça. Ouais, n'importe qui. Mais c'est On vrai. peut pas rire avec toi, ouais. Pas avec N'importe toi. qui. Pas avec toi, du coup. On peut pas rire. Si on peut rire, Ah. il y a des limites. Ouais, limite, hein. On faut pas aller au bout quand même. On rigole, on reste à la moitié, il faut pas aller à 100%. Mais en tout cas, il y a un truc, si je peux compléter. Donc, comme dit Sofiane, on se connaît depuis qu'on est né. Et c'est vrai qu'au quartier, nous, on le regardait pas comme quelqu'un d'handicapé. C'est-à-dire que, bon, pas tous. Non, ça dépend. Ah, il veut régler les comptes 20 ans après et tout. Non, ce que je veux dire par là, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui se sont pas moqués. En plus, on était très chambreurs comme beaucoup. Mais Sofiane, il jouait avec nous au foot. Parce qu'en fait, je peux marcher avec des béquilles. Donc, des Il fois, marchait avec des quand béquilles. j'étais plus jeune, j'étais avec des béquilles et c'est vrai que je faisais des foot avec eux. Moi, j'étais un rage. Il y avait un truc qui Je nous lançais la énervait, voilà. béquille, quand je me Il nous frappe. mettait des coups de béquille dans les tibias pour nous prendre la balle et tout. Et des fois, ça nous énervait, mais il tenait. En fait, il revenait tout le temps. Il revenait tout le temps et très petit, peut-être qu'il s'en souvient même, mais il disait qu'il sera sportif de haut niveau. Parce qu'au quartier, on rêve tous. L'un veut être footballeur, l'autre basketteur, tout ça. Et voilà quoi. Et des fois, oui, des fois, on pouvait chambrer tout ça, mais il a cet objectif, en fait, qu'il a accompli. C'est pour ça qu'il vous a parlé beaucoup du mot objectif. Et c'est un mot qu'on vous dit souvent aussi dans les différents ateliers. Il avait cet objectif dès l'enfance et il l'a accompli en réalité. Donc, en fait, quel est votre objectif? C'est là où tout commence. Moi, je ne demande pas à chacun de répondre, bien entendu. Les personnes qui savent, les personnes, quel est votre objectif? Et c'est en fonction de votre objectif que vous allez positionner toute votre vie en réalité. Et pour les personnes qui se cherchent, qui n'ont pas encore trouvé d'objectif précis, dans le sens je ne sais pas ce que je veux faire encore plus tard, concentrez-vous pour être excellent au sein de l'école de la deuxième chance. Parce que Sofiane, je pense que tu pourrais dire, si tu avais connu l'école de la deuxième chance, ou si on avait des dispositifs comme aujourd'hui, comme tout ce que les jeunes ils ont aujourd'hui, il y a peut-être sur certains points, on aurait perdu moins de temps aussi. Parce que nous, il n'y avait pas tout ce qu'ils ont aujourd'hui, quoi. C'est vrai que vous avez beaucoup aidé, beaucoup aidé. Un simple centre comme celui-là, à mon époque, il n'y en avait pas. Un club de basket dans mon quartier, il n'y en avait pas. Donc il y a plus de choses aujourd'hui. Donc profitez-en. Et surtout, je vais même dire un truc qui n'est pas forcément sympa à entendre. Aujourd'hui, c'est plus dur pour vous. Parce qu'encore à l'époque, il y avait peut-être plus d'excuses. Parce que nos parents viennent de pays comme moi en Algérie. Mon père, il n'avait pas d'éducation parce qu'il n'y avait pas d'école, c'était la guerre. Son père est mort durant le combat. Donc, nous, encore, on peut avoir cette excuse, mais vous ne l'avez pas malheureusement. Parce que vos parents, à part peut-être pour certains, malheureusement, ouais. Kabyle. Non, origine Vertemsen. Et du coup, vous n'avez pas forcément... Après, je ne connais pas toute votre histoire, chacun a son histoire et je ne vais pas me permettre de dire des choses. Mais voilà, donc c'est plus dur pour vous aujourd'hui, donc faites-vous aider, si vous voulez vous faire aider, vous êtes aidé ici, profitez-en et perdez pas de temps parce que le temps passe vite, très vite. Oui. Moi j'ai une question. Comment tu as vécu les critiques vraiment mauvaises, le mauvais regard? Parce qu'il y en a qui jugent le handicap, il y en a qui mettent de côté volontairement, honte d'être à côté d'une personne handicapée, ce genre de choses en fait. Ce côté en fait, le mauvais côté. Alors, je pense que si quelqu'un n'était pas content d'être avec moi ou me regarde parce qu'il estime que c'est pas top, moi ça me dérange moins ça, parce que moi il exprime, il le dit et moi je sais ce qu'il en est. Donc voilà, si tu n'aimes pas une personne handicapée ou tu ne le supportes pas ou tu trouves qu'on ne sert à rien, il le dit, et puis voilà, moi je fasse ma route et je m'occupe de toi. Ce qui est plus dur, c'est peut-être ceux qui ne vont pas forcément, peut-être faux semblants, peut-être qui vont être amis avec toi parce qu'ils veulent aider et pas être vraiment ton ami parce que tu as des qualités comme pour être un ami, par exemple. Moi je l'ai plus senti comme ça. Que peut-être cette protection, cette vouloir... vous savez, quand j'avais 15 ans, 16 ans, peut-être on parlait encore comme si on parlait avec un enfant de 3 ans. « Hé Sofiane, ça va, tu vas bien ?»« Ouais, ça va, et toi ?» Je sais pas, t'as pas besoin de me parler comme un gamin. Moi, je l'ai un peu... Ça a été peut-être plus dur pour moi. Après, voilà, quand j'ai compris que... j'ai tracé ma route parce que... Ça, c'était après, qui me regarde de travers, ok, regarde-moi de travers, tant mieux, et puis voilà, moi je parle pas de toi, et puis... Même plus jeune.
Ouais, même plus jeune, ouais. Après, j'ai pas eu ce regard, je l'ai pas eu ce regard. Faut pas... C'est ça. Le vivre, en fait. Bien sûr. C'est pour ça que c'est pas Bien comment sûr. on peut le vivre, justement, de se sentir jugé. C'est quelque chose qui, pour toi, bah, voilà, tu as appris à vivre avec, tu le vis très bien et Bien sûr. tu avances. Et c'est vrai que ce jugement peut faire mal à des personnes et peut, par un moment, faire baisser les bras, même si derrière on prend force parce qu'on a envie d'avancer, tout simplement. Mais ce regard, des fois, peut faire du mal. Il y a des personnes qui en souffrent. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je voulais savoir. Moi, je n'ai pas souffert parce que je ne me suis pas attardé justement et je voulais pas leur donner de l'importance à ces regards. Parce que sûrement il y en avait. Si aujourd'hui je m'en souviens pas, c'est que justement j'ai pas voulu leur donner tout ce mérite-là. Je me suis concentré sur ce qui était positif. Et par exemple, c'est de mon enfance. Je répète souvent, est-ce que d'un bon souvenir, je ne sais pas. C'est que le bon côté du handicap, c'est que souvent les gens ont été gentils avec moi. Je pourrais même aller dans Paris et aller tout droit et taper que des pieds, rentrer dans les gens, et les gens ils me diraient tous pardon. C'est bizarre, c'est un peu le bon côté que j'ai. Le mec du quartier le plus pourri, le plus voleur, le plus ce que vous voulez, avec moi il sera super adorable. Donc aujourd'hui, j'en croise quand je retourne dans le 18e, où j'en vois malheureusement qui ont mal tourné. Ils viennent me dire bonjour, ils me saluent. Et ça me fait du mal de les voir un peu comme ça, en difficulté. Et il y en a beaucoup. Et par contre, eux, je sais qu'ils ont mal tourné, je sais qu'il y a des gens qui les détestent, mais avec moi, ils ont toujours été super gentils, super corrects. Et voilà. Donc, je l'ai pas mal vécu, quoi. Dans mon handicap, j'en ai fait plus une force qu'un handicap. Et tu dirais quoi à ceux qui sont en fauteuil roulant et qui ne font tout sport, c'est un but en vie parce qu'ils n'arrivent pas à se remettre. Moi, je leur dirais de faire un sport, parce qu'un sport c'est bien, pas forcément le basket fauteuil, mais faire un sport parce que de rencontrer d'autres personnes avec le même handicap, ou pas le même handicap, mais qui sont en fauteuil, et du coup de pouvoir se surpasser, se dépasser, de voir ce que peut faire l'autre, ce que peut pas faire, et de s'entraider, quoi. S'entraider. Quand j'ai créé le club, tu avais des jeunes, ils n'arrivaient même pas à pousser leur fauteuil, ou ils arrivaient et c'est leur mère qui poussait leur fauteuil. Donc moi je leur dis, mais tu vas te faire pousser toute ta vie comme ça. Tu as quand même 25 ans, quoi. Au bout d'un moment, il faut que tu viennes tout seul, il faut que tu aies ton permis, il faut que tu sois autonome. Ça va te permettre d'être accompagné comme ça toute ta vie. Parce qu'un jour, tu vas te réveiller, tu auras 40 ans et ça sera un peu trop tard. Donc, j'essaie de les pousser, de les bousculer un petit peu pour qu'ils se réveillent, qu'ils aient le déclic comme moi je l'ai eu. Quand j'ai eu le déclic, peut-être c'était dur pour ma mère, parce que du coup je partais à 15 ans partout dans Paris, je revenais pas tard, mais je revenais au bout de 4 heures. Hein, un petit peu, quoi. J'étais un peu. C'est ça. Non, pas tard, mais je revenais, voilà, je ne savais pas trop où j'allais, parce que j'avais envie de découvrir, envie de faire plein de choses, me balader. Et ce déclic-là, tu l'as eu tôt, quoi. Je l'ai eu tôt, en fait. Ouais, je l'ai eu tôt. Je me suis rendu compte, parce qu'en fait, je vous explique, quand j'étais jeune, ma mère, elle m'habillait. Quand j'avais 12 ans, 13 ans, elle m'habillait, elle m'accompagnait en bas de chez moi pour que le bus vienne me chercher. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, mais merde, j'ai pas besoin de ça. Pardon. J'ai pas besoin que ma mère m'accompagne, m'habille. Je me dis, mais merde, je peux mettre un pantalon tout seul, j'ai mes bras, je peux tout faire tout seul. J'ai pas besoin que ma mère sorte à la maison et m'accompagne pour prendre un bus, quoi. Quand tu as 13 ans, 14 ans, tu fais les choses tout seul, quoi. Donc voilà, j'ai eu le déclic et je me suis rendu compte, bon, c'est bon, on va pas me tenir la main toute ma vie, il faut que je fasse ces choses que j'ai envie de. Donc, ça va venir. Si vous ne l'avez pas encore eu, mais ça va venir, j'en suis sûr. Et il faut y croire et se donner à fond. D'accord ? L'objectif étant quand même, c'est que pour certains valides, je redis bien, c'est qu'ils se créent des handicaps. Donc pour moi, il est très important de se dire que tout est dans le mental, on en parlait tout à l'heure Sofiane, mais c'est ça qui est important que vous puissiez comprendre. Enfin, vous mettez des handicaps vous-même. Ils ne sont pas visibles, hein, ils sont invisibles. Donc dans vos projets, dans votre perception de l'avenir, c'est vous qui vous créez tous ces freins, en tout cas. Alors que, à l'heure d'aujourd'hui, tout est possible. Et je pense que là, tu nous donnes vraiment ce retour que tout est possible. Je veux dire qu'on n'est pas là pour se mettre des freins soi-même. Bien sûr. C'est très important. Très très important. On a tous quelqu'un qui est malheureusement qui est pire que soi, que ce soit mental, un handicap physique, que ce soit même pour plein de choses.
Moi, par exemple, quand j'étais à l'école où il y avait d'autres personnes en fauteuil handicapés, bah, j'ai plein de potes, camarades de classe qui sont morts parce qu'ils avaient des maladies ou des handicaps qui étaient très durs. Donc je me dis, quand moi, des fois, on me voit me dire putain, cette fille, t'es courageux. Je dis, mais les gars, courageux, mais je peux bouger, je peux faire plein de choses. Mes potes qui sont morts, ils disaient à peine s'ils pouvaient boire de l'eau tout seuls. Donc il faut relativiser beaucoup par rapport à ça. Donc vous aussi, pensez que vous êtes moins bien que les autres, mais il y a pire. Donc, par rapport à eux, par rapport à ces gens-là qui sont moins bien que vous estimez moins bien que vous, bah, on a tous un devoir. Moi, j'ai un devoir par rapport à mes camarades qui, malheureusement, à 16 ans, bah, ils sont morts. Ou, bah, j'ai un devoir par rapport à eux de me dire, bah, non, j'ai pas de problème, quoi. Je peux parler, échanger, bouger, faire les choses. Bah, j'y vais et je le fais. C'est important. On a tous, que ce soit dans la famille, dans les amis, on connaît tous quelqu'un qui... Donc, accrochez-vous à ce que vous avez envie de faire et n'abandonnez pas. Merci. Pas d'autres questions? Merci. Moi, j'avais un petit cadeau pour la sauce, pour le centre. Je sais pas si... Donc j'ai ramené un maillot d'équipe de France. Je l'ai cassé. Avec que la chance. La chance, c'est pour moi. dossier. Je l'ai dit, c'est pour moi. Ouais. Que je vais laisser... C'est Afida qui doit le porter, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors la suite du programme, c'est qu'on va faire une photo de groupe avec Sofiane qui tient le maillot. Regarde. En plus, c'est ma taille, t'as vu ça? Regarde. Non, mais vous faites une photo de groupe avec Sofiane? Ça vous va? Sofiane qui te met là, et du coup, ouais. Allez, photo de groupe. Je me mets de ce côté. On va en pause, il faut. Si, j'en ai. Tirer sa casquette. Ah là, t'as pas le droit à la casquette, Pour l'école de la deuxième classe. Il est avec le... Vous avez fini là, vous êtes en pause? C'est bien. Il est rageux. Donc vous avez une pause là de 10 minutes et après on se retrouve. Ça vous va? Oh la nicotine là. Contrôle de maths dans 10 minutes. De maths, je suis pas là. Les équations du deuxième degré dans 10 minutes. À toutes. Et un peu de probabilité aussi. Là tu peux y Ah, aller. t'as déjà écrit. Tu laisses sur les permanents. Non, mais c'est pas grave. Tu pourras le mettre dans le... Parençon, il y a un thé à la fin. Non, non, comme ça c'est bon. Non, comme ça c'est bon. Dans la... J'ai un doute à mon bras. Dès qu'il fait froid, moi j'ai des... Pourquoi il y a du soleil? Surtout cette main, c'est intéressant. Qui veut une boisson? Non, ça doit être quelqu'un. C'est une frigo, c'est pas des personnes. On a Pinto. Ah, oui. Vincent disait j'aimerais bien essayer. Ouais, il y en a un, bah, l'année dernière, Ousmane, il avait fait... De toute façon, tu vas pas alors moi, c'est Lucie. La dernière fois, tu m'as baptisé Julie. Ah bon? C'est pas grave.